Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous étiez très nombreux la semaine dernière, le nom de mon précédent invité s'est même retrouvé quelques heures en tête des tendances France sur X. Soyez-en donc ici remerciés. Alors c'est d'autant plus remarquable que c'est bien la preuve que certaines émissions digitales natives, comme on le dit, peuvent aujourd'hui parfaitement challenger, du moins en influence, certaines chaînes info qu'on aura la gentillesse de ne pas citer. Alors si je vous dis cela, ce n'est pas tout à fait un hasard. L'invité que je reçois aujourd'hui est déjà apparu sur des médias français, mais c'est la première fois, m'a-t-il dit, qu'il accepte d'accorder une aussi longue interview à un média uniquement en ligne. C'est d'autant plus remarquable qu'il occupe un poste particulièrement sensible compte tenu du contexte international. Ses interventions sont scrutées à la loupe. Il est aujourd'hui le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Il maîtrise parfaitement notre langue. Bonsoir Alexander Makogonov. Bonsoir. Merci beaucoup donc d'avoir accepté mon invitation. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais juste avant cela, une petite question anecdotique. Comment se fait-il que vous parliez aussi bien français ? Merci pour le compliment. Je ne crois pas que je parle trop bien français parce que je l'apprends chaque jour. Je l'apprends chaque jour avec vous, avec mes amis français, avec tout ce qui m'entoure en France. Mais pour expliquer ce phénomène, je dois vous dire que tout est bien, tout ce qui vient du cœur. Donc là, pour moi, la langue française, ça vient du cœur avant tout. C'est par amour. Toutes les meilleures choses dans la vie se passent par amour, je crois. Et donc c'est par amour à votre pays, à votre culture, à votre histoire, à votre peuple que j'ai appris le français et que j'essaye de le parler au mieux. Bon, en tout cas, c'est en effet assez remarquable parce que c'est vrai qu'on vous voit essentiellement, vous, en plateau, dans les médias. Vous avez donc la confiance de vos autorités donc pour vous exprimer tout à fait librement. Écoutez, quelqu'un doit faire ce travail. Bon, je ne sais pas si c'est le destin qui m'a choisi, si c'est l'histoire qui m'a choisi. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux pour protéger, pour défendre les intérêts de mon pays, pour défendre notre vérité. Donc, comme je dis souvent pendant mes interviews à la télévision, je suis en quelque sorte un soldat du front médiatique où la guerre fait rage, peut-être pas moins que sur le terrain, parce que sur ce front-là, il n'y a pas de ligne du front, la ligne habituelle qui sépare les adversaires. C'est un front global et où l'affrontement est assez grave, assez important, car il s'agit de millions et des millions d'esprits qui sont impliqués dans cet affrontement et qui souffrent très souvent des mensonges et de manque d'informations objectives. Alors, vous disiez il y a un instant, vous êtes là pour exposer votre vérité, parce que votre vérité n'est pas forcément la vérité. Non, mais notre vérité, en fait, notre vérité à nous, vous pouvez imaginer que, dans le monde aujourd'hui et dans les circonstances actuelles, il y a plusieurs vérités. Alors, chacun essaie d'exposer la sienne, mais en fait, il n'y en a qu'une seule, il y a la vérité historique, il y a la vérité des événements, il y a toute une séquence chronologique des événements. Si on parle du conflit en Ukraine, il y a bien sûr ses racines, ses origines, il y a une évolution, une certaine genèse de ce conflit. Et quand j'interviens dans les médias français, je ne suis pas né hier, donc là je suis né quand même... Vous êtes très jeune, hein, vous avez quel âge ? J'ai 40 ans, mais depuis 2014, je suis les événements en Ukraine de très près et je sais très bien comment c'était, quelles étaient les raisons, les origines de ce qui se passe aujourd'hui. Et je sais très bien pourquoi tout ce que nous avons aujourd'hui, d'où ça vient. Donc là, quand j'explique notre position, c'est pas parce que j'ai lu beaucoup de notes, de papiers, de consignes, etc. C'est parce que moi, en tant que Russe, j'ai vécu ça personnellement. Donc je sais très bien, je sens de quoi je parle. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi j'ai considéré qu'il était normal de vous inviter pour vous exprimer et donner votre version, en effet, des faits, puisque vous l'avez compris, nous allons consacrer l'essentiel de cette émission à la situation en Ukraine. Alors, je vous propose, Monsieur Makogonov, de commencer cette émission en abordant donc cette actualité brûlante. Tout d'abord, Kiev, ces derniers jours, a revendiqué de nouveaux gains
territoriaux à l'est de l'Ukraine. Qu'en est-il vraiment, selon vous, selon Kiev? L'Ukraine aurait repris le contrôle d'une plateforme pétrolière et gazière située en mer Noire, qui était contrôlée par Moscou depuis 8 ans. Alors, comment vous réagissez à cette information? Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une certaine faiblesse quand même de l'armée russe à tenir ces bastions essentiels? Depuis le début de ce conflit, et même avant, l'Ukraine a reçu plein d'armes de la part de l'Occident. Depuis le début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne qui a commencé officiellement le 4 juin dernier, l'Ukraine a reçu encore des tonnes et des tonnes d'armes. Donc là, bien sûr, Kiev, le régime de Kiev doit se justifier devant ses sponsors, doit montrer les résultats. Et très souvent, ils ne font qu'en vanter des choses, en fait, ces gains, ces fameux gains territoriaux qui n'existent même pas, parce qu'il faut quand même présenter quelque chose aux sponsors. Pour être plus concret, un exemple. Cette contre-offensive a commencé le 4 juin. Alors, 3 mois après le début de cette contre-offensive, l'Ukraine a perdu plus de 71 000 hommes en 3 mois de contre-offensive. Ils n'ont gagné un centimètre de territoire. Parfois, ils prennent des petits villages déjà réduits en cendres, en ruines, et ils présentent ça comme une grande victoire. Mais en fait, il n'y a personne dans ces villages, c'est juste un champ ruiné, et puis... en fait, il n'y a rien à prendre. Mais là, ils présentent ça comme une grande victoire. En fait, la ligne de front n'a pas à peine bougé depuis le début de cette contre-offensive. Donc là, contestez les percées ukrainiennes annoncées. Le ministère de la Défense a notamment revendiqué aussi des succès sur le front sud. L'armée ukrainienne aurait légèrement progressé ces dernières semaines dans le cadre de cette contre-offensive et enregistré des succès au sud de Robotyne et à l'ouest de Verbove. Vous confirmez cela ou pas? Écoutez, mais en ce qui concerne ce fameux village de Rabotino, en fait, c'est un village fantôme. Il n'y avait personne, il n'y a rien, il n'y a que des ruines. Les Ukrainiens, ils ont peut-être eu l'occasion, cette possibilité, cette chance d'entrer dans ce village, mais en fait, c'est un champ de ruines et les troupes russes qui reculent un peu. Donc là, après, ils se donnent la possibilité de contre-attaquer. Donc, vous savez, ça bouge chaque jour. C'est jamais figé, là, cette ligne de front en ce moment, dans certains secteurs. Donc là, prendre un village, c'est un grand mot, prendre un village, reconquérir un village. Donc là, ils peuvent aujourd'hui entrer dans ce village. Demain, ils seront déjà repoussés avec des morts, avec des blessés, avec des L'armée pertes. russe n'est pas moins solide que prévu dans ces territoires, selon vous? Non, mais écoutez, l'armée russe reste toujours solide, l'armée russe reste toujours très motivée et très bien équipée. Donc là, nous sommes prêts à repousser n'importe quelle contre-offensive. C'est ce que nous montrons déjà depuis des mois. Vous aviez déclaré justement il y a quelques semaines que l'armée russe ne pouvait être vaincue. Vous maintenez vos propos? Non, mais l'armée russe, c'est une armée invincible en fait. Surtout maintenant, avec le soutien du peuple, avec cette cause noble que nous défendons, nous savons très bien pourquoi nous nous battons, nos militaires. Nos soldats, ils savent très bien pourquoi ils se battent. Pour ce peuple russophone de l'Ukraine, qui habite déjà dans les régions rattachées à la Russie, pour que ces gens-là puissent parler librement leur langue maternelle, qui est le russe, et pour qu'ils puissent vivre en toute sécurité sur ces territoires. Il y a un regain quand même de l'activité de cette armée ukrainienne qui annonce donc qu'elle aurait percé certaines lignes de défense russes. D'une part, vous les contestez, mais vous n'aviez pas quand même anticipé cette résistance? Non, on a très bien anticipé la contre-offensive. C'est pour ça que cette contre-offensive a complètement échoué, avec des pertes énormes pour l'armée ukrainienne. Donc là, pour le moment, l'objectif, c'est d'endiguer cette contre-offensive et d'infliger le maximum de dégâts au matériel de l'adversaire. Donc là, c'est ce que nos militaires font chaque jour. Il faut tout simplement neutraliser tout ce qu'ils ont, les militaires ukrainiens, comme des chars, comme des blindés et autres équipements russes de l'Occident. C'est intéressant de s'arrêter un instant sur justement ce matériel, parce que vous n'êtes pas sans savoir, M. Makogonov, quand même, que beaucoup de personnes laissent entendre que la Russie a un armement largement désuet, qui daterait de la guerre froide, et que justement, peut-être qu'une des clés de ce conflit réside dans cet armement. D'ailleurs, le fait que l'armement occidental soit autant livré à l'Ukraine, voilà, il n'y a pas quand même du côté de l'équipement, vous n'iriez pas jusqu'à dire quand même qu'il y a eu quelques problèmes de ce côté-là? Du côté de l'équipement, il n'y a en fait aucun problème, parce que tout l'équipement fourni à l'Ukraine par l'Occident, qui
sous prétexte de défendre l'Ukraine, de lui permettre de se défendre, fournit encore et encore de nouveaux paquets d'armes, mais en fait, ça ne fait que prolonger le conflit. Donc là, toutes ces armes, vous le voyez bien aussi, et c'est montré parfois sur les chaînes françaises, ça brûle très bien, hein. Les chars allemands, les chars britanniques. Et même les États-Unis qui devraient livrer prochainement canons, des missiles ATACMS à l'Ukraine, donc une aide qui était réclamée par Kiev depuis plusieurs mois. Leur portée irait jusqu'à 300 km. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose ? Je vous avoue, ça nous préoccupe, mais ça ne va pas changer grand-chose, tout comme tous les autres équipements déjà, y compris les missiles de longue portée, déjà livrés en Ukraine. Donc nous avons avec quoi répondre et comment répondre. Comment la Russie, justement, elle regarde ce soutien inconditionnel de l'Occident à l'Ukraine, Alexander Makogonov ? Et tout ce soutien-là, et en principe, tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est pas à propos de l'Ukraine, c'est pas autour de l'Ukraine, ça va bien au-delà. En fait, il s'agit d'un conflit de nouveau type, une guerre hybride déclarée à la Russie par l'Occident. C'est une guerre qui mélange tout type d'affrontements dans l'espace politico-diplomatique, économique, commercial, financier, médiatique surtout. L'objectif de cette guerre hybride est très simple et très souvent énoncé de vive voix par certains officiels occidentaux, c'est d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Cela veut dire, vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire la défaite stratégique ? Ouais, je vais vous expliquer. Ça veut dire transformer la Russie en État faible, indépendant, sans politique souveraine à l'intérieur et à l'extérieur, un État réduit à un statut d'une puissance régionale au mieux, mais au pire, c'est peut-être un État démembré même en plusieurs États, en plusieurs petites principautés, entre guillemets, très bien contrôlées de l'extérieur, et régler en quelque sorte la question russe. Parce que, vous savez, on le sait depuis déjà peut-être plusieurs siècles, nous les Russes, que la Russie, même par le fait de son existence, ça hérite l'Occident, vous voyez, parce que la Russie représente un certain défi à l'Occident sans le faire en fait. On menace personne et on lance des défis à personne, mais ça a toujours été très à la mode, mais vraiment depuis des siècles, de diaboliser la Russie, de la présenter comme une menace parce que ça permet de jouer sur ça à des fins politiques et géopolitiques aussi. Donc là, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce que nous voyons maintenant. C'est un grand jeu géopolitique. L'Ukraine aujourd'hui, c'est un pur produit de l'ingénierie géopolitique des États-Unis avec un seul objectif de l'utiliser comme un bras armé contre la Russie. Alors justement, parlons-en un instant des États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'élection américaine, la présidentielle de l'année prochaine, pourrait changer quelque chose à ce soutien ? Nous ne sommes pas naïfs, on nourrit pas d'espoir. Si Donald Trump avait été encore au pouvoir, vous pensez que les choses auraient été différentes ? Je dois vous rappeler que c'était Donald Trump qui a adopté le maximum de sanctions contre la Russie lorsqu'il était président. Donc là, nous ne sommes pas naïfs et franchement, on ne veut pas rêver et puis être déçu, non ? Que le peuple américain choisisse son leader et puis on verra. Non, vous ne souhaitez pas donc le voir élu en 2024 ? Écoutez, on va voir. Ça, franchement, vu comment ça se passe aujourd'hui aux États-Unis, rien n'est gagné, rien n'est garanti. On n'imagine même pas qui sera le candidat. Alors là, maintenant, miser sur l'un ou l'autre, c'est trop tôt et c'est trop tôt d'en parler. Alors, Alexander Makogonov, on a quand même du mal aujourd'hui à comprendre, enfin pour nous en tout cas en France, la stratégie de la Russie aujourd'hui sur le front ukrainien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les lignes directrices qui président aux actions sur le front aujourd'hui ? Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on fasse le bilan justement de cette contre-offensive que vous ne reconnaissez évidemment pas, ukrainienne lancée au début de l'été. Donc voilà, les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Sur le plan militaire, je ne suis pas militaire, je ne fais pas partie du commandement militaire, alors je ne peux pas vous dire les lignes, disons, d'attaque ou de défense sur le front. Ça, non. Mais politiquement parlant, si on parle des grandes lignes, elles restent toujours les mêmes. Ces grandes lignes convergent avec les objectifs eux-mêmes de l'opération militaire spéciale lancée en février 2022. Donc là, avant tout, c'est d'assurer, alors de protéger les peuples du Donbass et du Sud
qui habitent dans les territoires de ces nouvelles régions. Vous avez rappelé le début ouais. donc de ce conflit, de cette guerre. D'ailleurs, on va en parler sur un plan aussi sémantique, puisque vous ne vouliez pas employer le terme guerre. Ça dure quand même depuis longtemps. Ouais. Donc ça n'est pas la depuis preuve déjà qu'il y a quelque chose qui est quand même petit peu difficile oui, mais parfois, à comprendre. Parfois on me demande, mais voilà, c'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre, reconnaissez-le. Mais vous savez, une guerre, c'est un grand mot. Si on déclare une guerre à l'Ukraine, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on engage toutes nos armées, toutes nos forces armées, et qu'on attaque l'Ukraine massivement, qu'on bombarde les villes et les villages ukrainiens, qu'on tue la population civile. Vous le faites déjà pour certains. Non, pour certains, oui, exactement. Pour certains, c'est des spéculations. Parce que là, maintenant, nous restons, et ça c'est fait exprès, nous restons dans le cadre de l'opération militaire spéciale qui nous permet, justement, d'une manière, si je permets de dire, chirurgicale. Enfin, c'est même pas pour certains, pardon, voilà. vous le faites déjà. Oui, écoutez. Vous contestez ça ou pas? Non, mais ça nous permet. Des bombardements, il y en a. Non, je vous explique. Cette opération militaire spéciale nous permet de rester dans ce cadre, comme je vous ai dit, chirurgical, c'est-à-dire d'effectuer les frappes très ciblées contre les objectifs purement militaires ou civils qui servent à des fins militaires, ou de combattre contre ceux qui tiennent les armes dans les mains pointées contre nous. C'est ça. Les civils, quand vous voyez, par exemple, les images des immeubles résidentiels détruits, des civils qui souffrent, vous vous demandez toujours. Donc, laissez vraiment un peu de doute à vous-même. Demandez-vous alors d'où ça vient. Bien sûr, c'est très facile de rejeter toutes les responsabilités sur les Russes, parce que la Russie est présentée comme un agresseur, mais les Ukrainiens, ils utilisent très très bien toute cette situation, justement, pour nous accuser de tous les maux du monde. Mais je vous dis, parfois, c'est les ratés du système de la défense aérienne ukrainienne. Donc là, ils essayent d'abattre nos missiles. Finalement, leurs missiles, ces installations qui sont déployées, vous savez, parfois sur les terrains de jeux d'enfants, au milieu d'un quartier résidentiel, ça tombe sur les maisons et ça explose. Parfois, comme c'était le cas, justement, il y a une semaine, je crois, dans le village de Konstantinovka, avec une frappe, cette fameuse frappe sur le marché municipal au centre du village. Là, tout le monde tout de suite a accusé la Russie d'avoir bombardé le marché et d'avoir tué 16 ou 17 personnes. Et là, après, rien dans l'espace médiatique, parce que c'était les Ukrainiens qui ont fait exprès, parce que le même jour, M. Blinken, le chef de la diplomatie américaine, était à Kiev. Il fallait montrer, encore une fois, à quel point les Russes sont méchants. Donc là, il fallait sacrifier quelque chose pour produire cet effet médiatique et politique. Donc là, ils ont essayé de le faire, mais ça s'est mal passé. Donc là, maintenant, personne n'en parle, parce qu'il y a trop d'évidence qui montrent que c'était les militaires ukrainiens qui ont effectué cette frappe. Et il y a tout un nombre d'exemples qui prouvent aussi d'autres crimes commis par ce régime de Kiev. Alors revenons justement à la perception de ce conflit, et justement un instant à la perception de ce conflit en Russie, où on imagine que ça n'est pas du tout la même vision, mais comment est-ce que les citoyens russes regardent l'évolution de ce conflit quand même? Parce qu'il dure, ce conflit, on le disait depuis longtemps. Donc quel est, de votre côté à vous, le retour que vous avez? Est-ce que Vladimir Poutine et les dirigeants politiques et militaires ont toujours la confiance de la population? Mais en fait, c'est les chiffres qui le montrent. Là, aujourd'hui, le président Poutine a le soutien entre 75 et 80% de la population. Donc là, c'est beaucoup, ça reste très stable, ce chiffre. Mais en ce qui concerne la perception de ce conflit par les Russes, je dois vous dire que les Russes, ils suivent ce conflit, l'évolution de ce conflit depuis 2014, depuis ce fameux coup d'État à Kiev, lorsqu'un régime ultranationaliste et russophobe est venu au pouvoir grâce au soutien des amis, entre guillemets, occidentaux. Et la première décision de ce régime était de supprimer le statut de la langue russe. La langue, je dois vous dire, parlée par la moitié de la population ukrainienne comme une langue maternelle. Bien sûr, dans certaines régions ukrainiennes, les gens ils n'ont pas accepté ce genre de folie, vraiment folie criminelle, je dirais, en Crimée. Le résultat, c'est que la Crimée a voté pour le rattachement avec la Russie, et dans le Donbass aussi. Parce que historiquement, c'est que des russophones qui peuplent ces territoires. Pour eux,
C'est la langue maternelle. Donc là, ils n'ont pas accepté ce régime qui est venu au pouvoir par la voie absolument illégitime et inconstitutionnelle. En réponse, le régime de Kiev, ce nouveau régime, il a fait quoi? Il a déclaré ces gens dans le Donbass terroristes et a commencé une opération antiterroriste voilà, avec l'engagement de ses forces armées. Donc là, entre 2014 et 2022, les autorités de Kiev et les forces armées de l'Ukraine bombardaient et terrorisaient par tous les moyens les habitants de Donbass, faisant 14 000 morts au total. En parlant de morts, là, aujourd'hui, combien de morts la Russie assume-t-elle dans ce conflit? Je n'ai pas de communication officielle sur ce sujet. Non, il n'y a pas de chiffres vraiment. Je ne peux pas vous donner des chiffres récents. Je ne peux pas vous demander aux Ukrainiens. On ne peut pas justement, d'après vous, donner des chiffres. Non, non. Donc là, personne ne donne des chiffres. Côté ukrainien, il n'y a pas d'estimation russe? Mais là, pour le moment, je vous dis, donc 70 000, c'est rien que pour les 3 derniers mois. Au total, ça peut faire 300 000, 400 000. Il y en a beaucoup qui accusent la Russie de minorer le nombre des morts russes. Oui, minorer, mais on ne connaît pas même je ne peux pas vous donner des chiffres. Vous savez, on est en état de conflit, donc ça change chaque jour, malheureusement. Ouais. Alors justement, parlons pas des chiffres, mais justement, puisque au-delà de ça, évidemment, on parle de vie et de mort, de soldats et de civils aussi. Vous, Alexander Makogonov, si vous deviez demain annoncer à une mère de famille la mort d'un de ses fils sur le front ukrainien, comment lui diriez-vous? Au nom de quoi ce soldat est-il mort? Si vous parlez d'un soldat russe, oui. Il est mort pour la patrie, justement pour sa mère, pour sa femme, pour le futur de ses enfants. Parce qu'on sait très bien que c'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une guerre en Ukraine et contre l'Ukraine. Ça va bien au-delà. C'est en quelque sorte la guerre des mondes, si vous voulez, le monde russe, là, que nous voulons protéger et préserver à tout prix, parce que pour nous, c'est un conflit absolument existentiel, c'est notre existence, c'est notre futur qui est en jeu. Tandis que pour les États-Unis, qui sont derrière le régime de Kiev, qui l'utilisent tout simplement comme une compagnie militaire privée, si vous voulez, ça c'est encore une guerre supplémentaire pour leur domination mondiale, encore un épisode dans toute cette longue épopée des guerres qu'ils ont déjà déclenchées ces 20 ou 30 dernières années. Vous voyez, donc là, pour nous, l'importance de ce qui se passe aujourd'hui, c'est énorme, c'est vital. C'est pour ça que chaque soldat, chaque volontaire qui va sur le front, il sait très bien pourquoi il y va. En tout cas, il y a beaucoup de monde mobilisé, puisqu'il y aurait plus d'un demi-million de Russes qui donc auraient rejoint l'armée en un an pour combattre en Ukraine. Cette campagne de recrutement, justement, et cette mobilisation, elles ont été lancées après que l'armée russe, justement, a dû battre en retraite au printemps 2022. Est-ce que vous nous assurez ici, Alexander Makogonov, que ces engagements sont bien volontaires, qu'il n'y a jamais de personnes qui sont contraintes? Et puis, quelles sont les réserves aussi humaines de l'armée russe aujourd'hui, si le conflit devait encore durer, ce qui est malheureusement à craindre? Je peux vous citer quelques chiffres cités il n'y a pas longtemps aussi par le président Poutine. La Russie a mobilisé 300 000 hommes et nous avons également 200 070 volontaires qui se sont inscrits dans l'armée par leur propre volonté. Eux-mêmes, personne ne les a forcés. Donc c'est un engouement, ça, vous entendez? Vous savez, c'est un engouement patriotique, si vous voulez. C'est un élan patriotique. Je vous dis, les gens, ils savent très bien ce qui se passe. Ils se rendent bien compte de ce moment charnier, historique que nous vivons et pourquoi on doit se battre. En fait, si on parle des ressources mobilisables en Russie, c'est autour de 2 millions selon les estimations du ministère de la Défense, mais ça peut être, j'imagine, même plus, mais on n'a pas besoin d'engager autant de militaires, autant d'hommes. Comme je vous dis, on reste dans le cadre d'une opération spéciale. On ne déclare pas une guerre à l'Ukraine parce que ça exigera vraiment un effort colossal avec des dégâts colossaux. Mais ça ne sert à rien, en fait. Ce n'est pas contre le peuple ukrainien qu'on se bat, pas du tout. Alors, il y a en tout cas cet été la mort de quelqu'un qui a fait beaucoup parler. J'aimerais un instant qu'on s'y attarde. C'est la mort donc de M. Prigojine. Tout d'abord, quel bilan vous faites, vous, M. Makogonov et votre pays, de la révolte du groupe Wagner et donc de ce qu'avait fait M. Prigojine? Est-ce que, paradoxalement d'ailleurs, ça n'a pas permis, au final, avec la mort de M. Prigojine, permis de renforcer la position de Vladimir Poutine?
Difficile d'expliquer ses motivations antérieures. Comment vous parce expliquez que ça reste dans sa tête et ça restera toujours dans sa tête. On n'en saura rien. Mais peut-être c'était un coup d'émotion, un coup de colère contre quelque chose, un coup de mécontentement ou ressentiment. C'est pas la preuve que M. Poutine est contesté en interne quand même par certains? Non, mais écoutez, ça n'a rien à voir. Ce coup de folie, si vous voulez, on l'appelle autrement rébellion ou mutinerie, mais bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est quelque chose de très personnel. Il voulait en fait, montrer quelque chose, montrer son mécontentement par certaines choses. Difficile de dire vraiment, mais en tout cas, il n'a jamais contesté le pouvoir du président Poutine. Ils se connaissent quand même depuis assez longtemps. Il y en a un, en tout cas, Volodymyr Zelensky affirme que Vladimir Poutine a tué Prigojine. Vous lui répondez quoi? M. Zelensky affirme beaucoup de choses, très souvent sous l'emprise de certaines substances illicites. Donc là, il raconte et affirme beaucoup de choses. Mais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, mais bon... Monsieur Zelensky prendrait des substances illicites? Oui, mais bon, vous savez, c'est pas à moi que vous devez le demander. Quel type de substance? Je ne peux pas vous donner des exemples concrets, mais c'est une information assez connue parce que là, il le reconnaissait lui-même dans ses interviews, étant encore à l'époque où il était artiste et comédien. Donc voilà, c'est très souvent ces déclarations et ces décisions, c'est tellement insensé que ça s'explique justement peut-être par l'effet de ces choses-là. En tout cas, récemment, donc en parlant justement de faits, le fait que les territoires russes soient quand même touchés par des attaques ukrainiennes, je pense notamment aux drones qui ont été lancés sur Moscou ces dernières semaines, ça c'est factuel. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça ne vous conduit pas à réévaluer un petit peu la menace que constitue l'Ukraine pour votre pays, la Russie? Ce qui nous inquiète avant tout, c'est que ces attaques régulières à l'aide des drones... Comment la population réagit? Oui, exactement, à l'aide des drones. Ces attaques sont effectuées contre les objets civils et contre la population civile, avec un seul et simple objectif d'intimider la population russe, de semer la panique. Parce qu'en fait, lorsque les drones attaquent les gratte-ciel dans le City à Moscou, vous savez, c'est un quartier business. Donc là, ça n'a aucune valeur militaire, aucune valeur tactique. C'est juste pour intimider. Et là, lorsque ces drones sont lancés un petit peu partout ils peuvent atteindre plusieurs régions russes. Ils sont dirigés très souvent contre les objets qui n'ont rien à voir avec les militaires. Donc là, franchement, ça ne fait que prouver la nature criminelle et terroriste du régime de Kiev qui est prêt à recourir à tous les moyens. Pardon, M. Makogonov, mais en représailles justement, votre pays aussi aurait lancé des drones kamikazes sur l'Ukraine et sa capitale. Vous ne confirmez pas ces informations? Écoutez, lorsque la Russie lance, que ce soit des missiles, que ce soit des drones, c'est lancé d'une manière très ciblée. Nos militaires savent très bien où lancer ces missiles ou ces drones parce que là, ils savent très bien quels sont les objets, à quoi ils servent. Donc là... si vous avez remarqué, après ces attaques, et parfois massives, du côté russe, donc il n'y a pas des milliers, des centaines ou des dizaines de civils qui sont morts. Donc là, ça ne fait que prouver le caractère vraiment très, très, très ciblé et très, 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 très précis de nos frappes. On sait très bien ce qu'on fait. Nous ne voulons pas intimider la population ukrainienne ou produire un effet psychologique ou médiatique, c'est pas notre objectif. Hein. Nos objectifs sont purement militaires. Et pourtant, justement, vous dites purement militaire, mais beaucoup accusent la Russie de s'adonner à des crimes de guerre. Vous leur répondez quoi? Vous les comprenez? C'est un narratif, un très bon mauvais narratif, je dirais, inventé en Ukraine ou à l'Occident, peu importe, ou en Ukraine à l'aide de l'Occident, et diffusé très très vite par les médias. Si on se souvient de cette fameuse histoire de Boutcha ou d'autres épisodes pareils. Donc là, c'est assez artificiel, ça n'a qu'un seul objectif, c'est de diaboliser encore plus la Russie, de discréditer les forces armées russes et de présenter la Russie comme le mal absolu, justement pour justifier tout ce qui se passe du côté ukrainien. Et justement, plus largement, quel est votre regard quand même sur cette réaction que vous citez des populations, notamment occidentales, à cette guerre et l'hostilité qui est quand même
assez largement répandu à la Russie. Vous en avez quand même conscience, vous qui habitez en France actuellement. Oui, mais c'est regrettable, c'est horrible, c'est contre la nature, c'est vraiment... Moi, je le vis très très mal parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la France, oui, j'ai consacré presque toute ma carrière diplomatique aux relations russo-françaises. J'ai connu vraiment les meilleurs moments, les culminations de ces relations avec les grands événements politiques, économiques, culturels. Et là, maintenant, ça me fait mal de voir l'état de nos relations. Ah oui, mais est-ce qu'avec cette guerre, la Russie, elle n'a pas perdu quand même une part importante de ses soutiens en Occident? C'est regrettable, ça. C'est regrettable, vraiment, de voir à quel point les informations sont tordues, perverties, déformées et présentées d'une manière très... Alors justement, parlons-en de ce traitement médiatique. Très biaisé. Quel regard vous avez là-dessus, justement, le traitement médiatique de cette guerre qui est fait par les médias français et plus largement occidentaux? Là, ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus. Écoutez, mais nous faisons face à une machine de propagande de l'Occident qui marche à plein régime, en utilisant vraiment tous les moyens, y compris les mensonges, juste pour encore diaboliser la Russie, pour la discréditer. Vous trouvez qu'ils sont injustes vis-à-vis de la Russie? Donc les partis sont pris, vous savez, toutes les informations qui circulent et qui sont diffusées par les médias mainstream à l'Occident, ça se base, vous savez, il y a un certain nombre limité de sources d'où ces informations sont prises et après diffusées. C'est soit les déclarations du régime de Kiev qui sont déjà, bon, a priori biaisées, donc là c'est contre la Russie, soit c'est certains soi-disant fuites des services de renseignement occidentaux, soit les déclarations de leaders occidentaux. Donc vous voyez, donc le point de vue russe n'est pas du tout pris en compte. Parfois on cite les représentants russes, mais là on les cite pour après dénoncer complètement leurs propos. Enfin, pardon, mais il y a de la propagande des deux côtés, vous ne pouvez pas le nier. Alexander Makogonov, vous aussi, vous faites usage de cette propagande quand même, non? Je vous dis, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans l'espace médiatique à l'Occident. Alors, entre 2014 et 2022, lors de cette guerre civile, si vous voulez, à l'est de l'Ukraine, avec 14 000 morts, personne ne disait un mot. Mais on parlait, parfois je regardais les chaînes françaises et dans les JT du soir, on parlait de petites escarmouches avec les séparatistes pro-russes quelque part dans le Donbass. Et ça semblait tellement local et avec aucune importance. Mais au final, nous avons 14 000 morts. Personne ne parlait vraiment de ce qui se passait vraiment dans ces territoires. Qui était à l'origine de quoi et qui était vraiment coupable de quoi. Et à un moment donné, la Russie prend la décision de commencer cette opération militaire spéciale justement pour protéger ces pauvres civils qui habitaient dans ces territoires. Et on commence à présenter la Russie comme le mal absolu, comme l'agresseur qui a envahi l'Ukraine, qui cherche à détruire l'Ukraine, à l'anéantir, etc., etc. Mais où vous étiez? Mais où vous étiez pendant 8 ans? Alors, vous n'avez pas dit un mot et aujourd'hui, vous rejetez tout sur la Russie. Vous n'avez pas dit un mot sur les origines de ce conflit. Pourquoi la Russie a pris une telle décision? C'est une décision, mais très difficile en fait, que nous avons prise. C'est pas facile de commencer de tourner cette page et de commencer cette nouvelle époque. Mais comment vous expliquez alors ce parti pris ukrainien par tous les médias occidentaux et français? Mais je veux dire, mais parce que l'Occident coalisé, s'est réuni derrière l'Ukraine avec un objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est pas la guerre, c'est pas le soutien sincère à l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Si l'Occident se préoccupait tellement du destin de l'Ukraine et des Ukrainiens, mais alors il y avait des accords de Minsk signés en 2015 qui prévoyaient la réintégration pacifique par la voie politique des républiques autoproclamées du Donbass dans l'Ukraine, sans un moindre coup de fusil. Il fallait juste, je sais pas, aider Kiev ou ordonner Kiev de mettre en œuvre ces accords de Minsk. Et voilà, donc là, des milliers et des milliers de vies d'Ukrainiens auraient pu être sauvées. Mais là, finalement, comme il s'avère, et là c'était confirmé par les propos de Mme Merkel, qui a mis d'ailleurs sa signature comme garant
sur les accords de Minsk. Il a dit que ces accords-là, c'était juste un moyen de gagner du temps pour préparer l'Ukraine à l'affrontement contre la Russie. Et donc là, ces propos étaient reconfirmés par M. Hollande, l'ex-président français, qui a mis aussi sa signature comme garant sur ces accords-là. Donc là, vous voyez, personne ne voulait sauver les Ukrainiens, aider l'Ukraine. Tout le monde voulait que ce conflit éclate un jour. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc là, ce n'est pas à propos de l'Ukraine, je Mais répète. vos détracteurs aussi, si je peux me permettre, sont aussi ceux qui disent, et ce serait intéressant d'avoir votre avis en réponse, vos détracteurs disent justement que les médias russes sont à la solde du pouvoir et qu'ils mentent à la population dans une logique justement d'enrôlement idéologique. Donc c'est exactement le procès que vous faites aux médias occidentaux. On pourrait peut-être le faire aux médias russes, non? Mais les médias russes, je vous dis, au moins les médias russes montrent ce que s'est passé en Ukraine dans les périodes de 2014, entre 2014 et 2022. Donc là, ce qui se passe maintenant, pour n'importe quel spectateur, justement pour n'importe quel spectateur, c'est clair parce que ça a une continuité absolue, la chronologie est vraiment inébranlable. Donc là, tout est clair. Mais je dois vous dire quelque chose de plus. En fait, il y avait un certain nombre de vos confrères français qui se sont rendus dans le Donbass en 2015 et en 2016 et après, et qui sont toujours là, et qui diffusent les informations vraiment objectives étant sur le terrain, mais ces informations-là, ça n'existe que sur Internet en fait. Les médias mainstream, ça les bloque complètement. Mais je ne veux pas citer les noms, bien sûr, je ne veux pas, mais c'est aussi, ça fait, donc, cacher la vérité, camoufler la vérité, ou de ne pas donner la sortie pour la vérité, ça fait aussi un des instruments de la propagande occidentale et des médias occidentaux. En parlant de cette propagande occidentale que vous dénoncez, vous pensez qu'un jour la Russie pourra retrouver une image positive en Occident? Ça ne va pas se faire ni aujourd'hui ni demain. Ça prendra du temps, bien sûr. C'est pas pour le moment. Vu l'état de nos relations, je parle en général entre la Russie et l'Occident, ce ne sera pas quelque chose de très rapide. Peut-être ce n'est pas une seule génération d'hommes politiques à l'Occident qui doit changer pour recommencer à faire des efforts pour la normalisation avec la Russie. Là, on se rend bien compte de Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'hommes politiques aussi en Russie pour le moment, dont vous pourriez peut-être faire partie? Je dois vous dire une chose. À cette étape historique, l'Occident a perdu la Russie. Et ça, c'est clair. La Russie cherche de nouveaux partenariats et elle le fait avec un grand succès. Nous avons des partenaires et des amis partout dans le monde. Les mythes inventés et diffusés à l'Occident sur cette fameuse isolation russe de la Russie, mais c'est que des mythes et ça ne tient pas du tout la route. La meilleure preuve de ça, je vais vous citer des exemples concrets pour ne pas vous raconter des histoires. Prenons le forum économique à Saint-Pétersbourg qui s'est tenu en juin dernier à Saint-Pétersbourg. Il y avait des représentants de 130 pays. Il y avait des milliers, je ne peux même pas vous citer le chiffre exact, mais des milliers de représentants de 130 pays. Puis, en juillet, nous avons acquis le forum, aussi à Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique, avec les représentants de 50 pays africains. C'est presque tout le continent, sauf à l'exception de, 3 ou 4 pays. Puis, en août, sommet de BRICS, où la Russie était parmi les membres fondateurs du BRICS et qui a accueilli dans ses rangs encore 6 pays de plus. 6 pays à ne pas négliger. Donc là aussi, on n'est pas du tout isolé. Et là maintenant, il y a quelques jours, la Russie a accueilli à Vladivostok le forum économique oriental, avec la participation du président Poutine qui était là, avec les représentants de 50 pays. De quelle isolation pouvons-nous parler? Ça, c'est un mythe et il faut arrêter avec ça parce que ça discrédite ceux qui diffusent ce mythe. La Russie n'est pas isolée, c'est un pays immense qui couvre 17 millions de kilomètres carrés
de surface de la Terre qui s'étend de la mer Baltique à l'océan Pacifique et qui a des intérêts, et je répète, des amis et des partenaires partout. On va revenir à la place de la Russie dans le monde dans un instant. J'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, à ce conflit. Sur les objectifs de la Russie, est-ce que vous pouvez nous indiquer aujourd'hui quels sont ces objectifs? Conserver les territoires conquis ou aller plus loin? L'hiver là qui s'annonce, est-ce qu'il sera décisif selon vous? Quelles sont les perspectives de ce conflit à vos yeux dans les prochains mois? Personne ne pourra vous le dire. Personne ne pourra vous répondre à cette question, je vous assure. Parce que beaucoup de choses, vraiment beaucoup, dépendent de la situation sur le terrain. Une sortie négociée, est-ce qu'elle est encore possible selon vous? La Russie n'a jamais fermé la porte aux négociations, ce qui a été confirmé par notre volonté par notre réponse positive à l'initiative du président Zelensky qui l'a lancée je sais pas, quelques jours après le début de l'opération militaire spéciale. C'était en mars 2022 et la Russie a commencé à négocier justement la paix avec l'Ukraine, mais ces négociations ont été torpillées par Kiev qui avait ses conseillers anglo-saxons derrière et qui n'ont pas permis à Kiev justement de signer la paix à l'Ukraine parce qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la guerre qu'à la paix. Donc là, pour nous, et le président Poutine l'a répété, je crois, à plusieurs reprises, la Russie est toujours prête aux négociations, mais nous avons nos conditions et qu'il faut prendre en compte. Ce ne sera pas les négociations d'une puissance vaincue, ce sera les négociations qui prennent entièrement en compte nos intérêts et les objectifs de l'opération militaire spéciale. Sinon, elle est pour rien, tout simplement. Est-ce qu'il y a des négociations non officielles entre les représentants de la Russie et des dignitaires occidentaux actuellement? Mais si c'est non officiel, alors ça veut dire que personne n'en sait rien. Je ne peux pas vous le dire. Ouais. Bon, est-ce que je vous pose la question peut-être de manière un peu plus différente en tout cas, est-ce que vous avez toujours des contacts avec des interlocuteurs au Quai d'Orsay? Mais est-ce que tout est rompu? Non, mais quand même, nous gardons les contacts avec nos collègues du Quai d'Orsay. Et avec l'équipe d'Emmanuel Macron, du président de la République en fait, français? Les contacts aujourd'hui, au niveau avec les représentants français, ils sont réduits au strict minimum, en fait. Ils portent plutôt un caractère technique. Il n'y a pas de contact. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons eu il y a quelques années. Donc là, en principe, si on parle en général, les relations sont gelées. Gelé dans tous les sens, même sur le plan culturel. Vous voyez, même ce domaine-là a aussi souffert de toute cette conjoncture politique d'aujourd'hui. Donc là, il n'y a rien dont on pourrait être fier. Et justement, vous disiez un instant que ce ne serait pas en tant que position d'une puissance vaincue ou pas vaincue. Pourquoi est-ce que en tout cas l'impression qu'on peut avoir, que certains peuvent avoir et que en tout cas, on relève, c'est qu'on a l'impression que la possibilité d'une négociation, en tout cas d'une sortie de ce conflit par la négociation, est très difficile à admettre de votre côté. On se trompe? On se trompe. C'est le président, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui avait parlé de l'idée d'une sortie de crise négociée. Ouais. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy aurait agi de façon différente de celle d'Emmanuel Macron s'il avait été au pouvoir lors du déclenchement de ce conflit? Et évidemment, je vous demanderai ce que vous pensez de la position d'Emmanuel Macron aussi dans ce conflit dans un second temps. Mais en principe, je ne veux pas et je ne peux pas imaginer comment aurait réagi M. Sarkozy. Vous avez plutôt bien accueilli ses propos, alors, je suppose. Mais en tout cas, il s'est montré un bon intermédiaire en 2008, lors de cette crise en Géorgie, justement, qui a éclaté suite à cette aventure militaire. Donc ce pourrait être, par exemple, décidée par le président Saakashvili à l'époque. Ça pourrait être un intermédiaire pour parler entre les deux pays Non, je ne peux pas vous le dire. S'il pourrait accomplir cette fonction aujourd'hui, c'est pas si simple la situation actuelle parce que, vous savez, la France, elle a eu déjà sa chance d'agir comme un honest broker, comme un bon intermédiaire avec les accords de Minsk où elle a mis sa signature en tant que garant, mais bon, vous voyez, ça a échoué cette mission. Donc là, maintenant... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'avait pas très bien cerné un petit peu la relation qu'il y avait entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine.
voilà, est-ce qu'il y a un changement dans la perception des relations entre les présidents? Puis c'est une question aussi de personne. Voilà, la relation entre Vladimir Poutine et Sarkozy était meilleure selon vous Là, ou pas? Vous me posez une question qui je vous demande surtout par rapport à Emmanuel Macron. Du personnel. Là, je ne peux pas être dans la tête de Poutine ni de Sarkozy. Je ne peux pas vraiment vous parler de la nature de leurs relations. Enfin, la nature de la relation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron aujourd'hui. Ça, vous pouvez peut-être nous en parler? Puisque je suis en France depuis un moment, j'ai vu l'évolution de nos relations sous le président Sarkozy et entre Sarkozy et Poutine. En tout cas, nous, on a vu la distance, nous, observateurs, on a vu la distance de la table en Russie entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Et on avait parfois l'impression voilà, que ces relations étaient pour le moins glaciales, quoi. Écoutez, mais bon, cette fameuse table, tout le monde en parle. Vraiment, si on regarde sur Internet, il y a plein de discussions sur ce sujet, plein de blagues et plein d'interprétations différentes. Mais bon, là, c'est une question purement protocolaire. Là, il y a des tables. Oui, nous avons des tables. Ça veut pas dire. Au Kremlin, ils ont des tables différentes, d'une taille différente. Non, mais les symboles, vous savez. Oui, peut-être ça symbolise quelque chose. Vous savez, oui, plus que personne, en Russie, les symboles ont une importance considérable. Mais oui, peu importe. Si la table petite et grande, c'est surtout le résultat de l'entretien autour de cette table qui est important. En fait, autant que je me rappelle, le président Poutine et le président Macron, ils ont passé 6 heures ensemble et le président Poutine a tout très bien expliqué en détail à son homologue français. Mais finalement... Qu'est-ce que vous pensez du rôle d'Emmanuel Macron dans ce conflit? Parce que c'est ça finalement qui est le cœur du sujet, aussi pour nous. Vous savez, la position, en général, si on parle de la position de la France, aujourd'hui, à l'égard de la Russie, à l'égard de ce conflit. Il y a toujours un rôle. Si vous me demandez comment vous pouvez caractériser cette position, moi je vous dis, pour nous c'est une très 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 profonde déception. Car la France, d'un côté, avec ses liens multiséculaires avec la Russie, avec vraiment le caractère un peu extraordinaire historiquement de ces liens, avec toute son expérience comme intermédiaire dans d'autres conflits, avec son prestige international. Avec son influence, vous diriez encore ou pas ? Avec son influence, oui, avec son influence, bien sûr, au sein de l'Europe, au sein du monde occidental, et dans le monde entier, aurait pu jouer tout son rôle, mais vraiment à part entière dans ce conflit, et en invitant en se positionnant au milieu et en invitant les deux parties de négocier la paix. Mais vous voyez la réaction de la France, donc là, elle suit la logique de la solidarité transatlantique qui l'oblige à soutenir toutes les décisions des États-Unis et soutenir l'Ukraine par tous les moyens, mais au final, ça ne fait que prolonger le conflit. Ça ne sert pas à la cause de la paix, ça ne fait que prolonger la guerre. Et c'est ça qui déçoit, parce que la France aurait pu, je vous dis, jouer tout son rôle à ce moment historique. Justement, vous parlez du prolongement de ce conflit. On a beaucoup craint, depuis février 2022, un emballement du conflit et sa potentielle mondialisation. Est-ce que c'est exclu, selon vous, encore aujourd'hui ? Vous parlez de quoi ? Le risque que ce conflit puisse dégénérer encore de manière plus gravement. Oui, vu la politique de l'Occident. La Russie, est-ce qu'elle a réellement envisagé, un temps au moins, d'utiliser l'arme nucléaire? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Non, mais ça, c'est encore un narratif inventé par l'Occident pour faire peur aux enfants. Enfin, moi, je me souviens de vous sur quelques plateaux, c'était sur BFM de mémoire, où vous étiez plutôt... vous étiez grave sur cette question. Non, personne n'est grave sur cette question, parce que là, dans notre doctrine militaire, c'est écrit noir sur blanc les objectifs de l'utilisation, les conditions de l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est strictement à des fins défensives. Soit si la Russie est attaquée par les armes nucléaires, soit si la Russie est attaquée par les armes conventionnelles, mais son existence est en jeu. Enfin, là, la Russie prendrait aussi la responsabilité de la destruction du monde. C'est pas du tout maintenant le cas. Donc là, c'est hors de question l'utilisation des armes nucléaires, que ce soit les armes tactiques ou stratégiques. Non, on ne parle pas de ça du tout. La Russie fait partie du club des puissances nucléaires. Nous sommes dotés, bien sûr, ça nous donne la force, mais c'est aussi une énorme responsabilité. La responsabilité pour le monde entier. Puisque si jamais... pour le monde entier, pour la vie dans le monde. Ce serait la destruction du monde qui serait en jeu. Exactement. Et nous restons toujours responsables sur ce plan-là. Et pour nous, c'est tabou.
pour le moment, c'est tabou, je vous dis, voilà, on reste toujours dans le cadre de notre doctrine. Mais si quand même, vous voulez parler de l'utilisation des armes nucléaires et d'une menace nucléaire, je dois vous rappeler qu'il y a une certaine puissance dans le monde qui a déjà utilisé les armes nucléaires dans les conditions réelles. Ce n'était pas des essais nucléaires, mais c'était des conditions réelles, absolument, contrôler la population réelle contre des centaines de civils qui finalement ont trouvé la mort sous les frappes nucléaires. Et je parle justement du porte-flambeau de la démocratie, les États-Unis. Là, il faut plutôt demander à eux ce qu'ils en pensent, parce que, si vous vous souvenez, je ne sais pas, en octobre 2022, Washington a publié une nouvelle stratégie de la sécurité nationale. Bon, voilà, je ne peux pas vous donner le titre exact de ce document, mais en tout cas, il y a des alinéas consacrés à l'utilisation justement des armes nucléaires. Et là, le cadre, les contours, si vous voulez, de l'utilisation des armes nucléaires sont très flous. Ça dépend des risques, des risques pour la sécurité des États-Unis. Donc là, voilà, ça dépend. Donc il faut plutôt se préoccuper de ce côté-là. Pour la Russie, je vous ai tout expliqué. Un conflit avec l'OTAN et donc l'Europe et même les États-Unis est-il encore envisageable à vos yeux ? Est-ce que la Russie serait capable de mener une telle guerre ? Si le conflit devait s'enliser et s'aggraver encore plus ? On n'aura pas de choix. On devra se protéger, mais franchement, nous ne voulons même pas y penser. Hein. C'est pratiquement la fin du monde, hein, parce que tout le monde le sait, la Troisième Guerre mondiale sera nucléaire. Donc là, à quoi ça sert de déclencher cette guerre ? Et pourquoi aujourd'hui, on entend de partout et toujours le mot guerre, 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 guerre. Nous avons oublié le mot diplomatie, par exemple, le mot paix, diplomatie pour la paix. Quand on entend les discours, les propos des dirigeants occidentaux, c'est toujours la guerre, il faut faire la guerre. Hein, il n'y a pas de place, il n'y a pas du tout, il n'y a plus de place pour la diplomatie. C'est ça qui est inquiétant. Et ça inquiète non seulement nous, les Russes, mais j'imagine que ça peut inquiéter le monde entier, parce que si l'Occident privilégie la langue de menace, d'intimidation, de pression, de chantage et de sanctions, mais ça ne fait que, vous savez, peur à tous les autres acteurs internationaux, et l'Occident commence vraiment à perdre sa crédibilité. Il se discrédite lui-même, en fait. C'est le contraire, c'est l'effet contraire qu'il produit pour soi-même. Donc là, franchement, il faut renoncer à cette logique guerrière, et il faut quand même se rappeler que notre monde existe, qui n'existe pas grâce à la guerre, mais à la diplomatie et grâce au compromis, à la compréhension mutuelle. Alors justement, Alexander Makogonov, d'ailleurs, je vais en profiter pour une nouvelle fois quand même vous remercier d'avoir accepté de venir répondre à ces questions. L'avantage avec ce type d'interview et sur ces médias en ligne, et vous le disiez en plus, c'est la première fois vous consacrez une interview aussi longue, c'est qu'on a le temps. J'aimerais, au-delà de l'actualité, qu'on revienne justement sur le fond une nouvelle fois de ce conflit, parce qu'on fasse un peu de pédagogie, c'est sans doute ce qui est le moins souvent abordé dans les grands médias occidentaux. Est-ce que vous pouvez d'abord donc nous rappeler, s'il vous plaît, Monsieur Makogonov, les raisons qui ont poussé une nouvelle fois la Russie à intervenir en Ukraine? Est-ce que c'est lié à l'OTAN? Est-ce que c'est lié à une demande des républiques séparatistes? Vous le disiez, vous ne vouliez pas parler de guerre, mais d'opération spéciale. On a aussi souvent comparé cette guerre, en tout cas moi c'est le mot que j'emploie, à la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. Est-ce que ça a réellement un sens? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour ceux qui vous découvrent, d'ailleurs peut-être pour beaucoup ce soir, puisque nous avons le temps, je vais vous expliquer le plus brièvement possible, mais en fait ça ne peut pas être bref parce que c'est une longue histoire et très complexe. Mais imaginez, pour ne pas faire long, nous prenons le moment de 2014, cette fameuse révolution de Maïdan en février 2014. Donc, grâce au soutien de l'Occident, un nouveau régime vient au pouvoir. Quand je dis l'Occident, c'est avant tout les États-Unis qui ont investi 5 milliards de dollars dans ce coup d'État. Ce coup d'État absolument illégitime, sanglant,
qui a permis justement l'arrivée au pouvoir de ce nouveau régime russophobe, ultranationaliste et pro-occidental vient au pouvoir et commence à prendre presque dès le lendemain les décisions tournées contre la Russie. Donc là, la première décision était de supprimer le statut de la langue russe. La langue russe parlée par la moitié d'Ukrainiens pour qui cette langue est maternelle. Donc les habitants de la Crimée, peuplés principalement par les Russes à 90%, n'ont pas accepté ce nouveau régime qui commence à faire vraiment n'importe quoi, et qui d'ailleurs, il y avait des appels d'aller en Crimée et de chasser les Russes de la Crimée. Vous voyez, il y avait toute une série d'événements qui a fait que les habitants de la Crimée ont pris la décision d'organiser le référendum et de revenir dans leur maison natale qui est la Russie. Donc là, c'est ce qui s'est passé en mars 2014. Et là, après, c'était le tour du Donbass, aussi peuplé par les russophones, qui voulaient parler la langue russe, élever leurs enfants en russe et avoir des relations, des contacts avec la Russie. Ce qui est absolument normal parce que historiquement, ce sont des terres russes et bon, c'est absolument anormal si cette langue et cette culture est interdite sur ces territoires. Pour vous donner une référence à quelque chose qui est beaucoup proche de vous, parce que là, j'imagine que pour vous, c'est quelque chose de lointain, l'Ukraine, le Donbass, russophone, etc. Imaginons la situation si, par exemple, dans un État voisin, la France, prenons la Belgique, un gouvernement ultranationaliste, je sais pas, les Flamands, imaginons ultranationalistes, viennent au pouvoir et interdisent la langue française, parlée par la moitié du pays, par les Wallons. Oui, mais bien sûr, ça s'appelle la souveraineté. Bien sûr, les Wallons, ils ne seront pas contents et la France ne sera pas contente non plus. Ouais, la France ne serait peut-être pas contente, mais elle respecterait non, pas du tout. La souveraineté du peuple. Non, mais ça contredit complètement aux principes démocratiques qui font la base de plusieurs conventions internationales, européennes, etc. Si ça arrive en Suisse, ce sera la même histoire. Si on interdit la langue anglaise en Irlande, j'imagine même pas les réactions de la Grande-Bretagne ou le suédois en Finlande. Donc là, c'est la même logique. Vous pensez qu'on mènerait une guerre immédiatement contre nos voisins ? Immédiatement, exactement. Mais au cours de 8 ans, la Russie regardait avec inquiétude ce qui s'est passé en Ukraine. Et alors là, bien sûr, les habitants de Donbass n'ont pas accepté aussi les décisions du régime de Kiev. Ils ont proclamé leur indépendance. Ils sont devenus deux républiques autoproclamées du Donbass, la République populaire du Donetsk et de Lugansk. Le régime de Kiev, en revanche, au lieu de comprendre pourquoi les peuples, disons, les Ukrainiens d'hier ont pris cette décision, au lieu de négocier avec eux, de comprendre leur logique et peut-être trouver un compromis, non. Ils ont commencé une opération antiterroriste contre ces gens-là, contre ces pauvres habitants de Donbass, qui ne voulaient vraiment que d'avoir la possibilité de parler la langue russe. Ils ne demandaient pas grand-chose. Et bon, voilà, c'était le début de l'extermination de ce peuple à l'est de l'Ukraine, qui avaient tous, d'ailleurs, ces gens-là, ils avaient tous les passeports ukrainiens. Ils étaient ukrainiens. Donc là, c'était la guerre des Ukrainiens contre les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens russophones, qui voulaient parler... Pour vous, l'Ukraine est comparable à l'Allemagne nazie. Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Pourquoi vous parce que, je vois bien, vous voulez nous emmener, c'est de leur dire problème, c'est que le régime de Kiev, aujourd'hui, il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, en 2014, là, il s'inspire beaucoup de l'idéologie nazie. L'extermination, donc... Regardez ce qui se passe. Donc là, ces ultranationalistes qui viennent au pouvoir, ouais, la langue russe, c'est juste un épisode, mais en même temps, ce qui se passe dans ce pays-là, ils commencent à combattre contre tout ce qui est russe, contre tout ce qui rappelle la Russie ou lié à la Russie ou à l'époque soviétique, etc. Ils remplacent tout ça, y compris les symboles. Vous savez, quand vous voyez les monuments
aux dirigeants soviétiques ou maréchal de l'armée soviétique est renversé. Et voilà, c'est toute cette logique poursuivie par le régime de Kiev, justement pour éradiquer tout ce qui est russe. Donc là, ils ont choisi comme leur idole les collabos nazis de la Seconde Guerre mondiale, Bandera et toute cette bande de voyous. Au XXIe siècle, dans les places centrales des villes ukrainiennes, y compris à Kiev, on voyait régulièrement les marches aux flambeaux avec les drapeaux, avec des symboliques nazis, avec les grands portraits de Bandera et d'autres collabos nazis connus pour leurs atrocités et connus pour les tueries qu'ils organisaient en tuant les Russes, les Ukrainiens, les Juifs. Le vocabulaire que vous employez d'extermination, quand même, est très 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 fort. Donc aujourd'hui, vous iriez jusqu'à comparer les dirigeants actuels de l'Ukraine à des dirigeants nazis? On compare le régime actuel en Ukraine avec le régime nazi, mais c'est le régime en fait néo-nazi avec ses particularités, parce que c'est un régime non seulement qui s'inspire de l'idéologie nazie, mais c'est aussi un régime corrompu qui a battu tous les records de la corruption et qui a... Oui, Vladimir Poutine, d'ailleurs, votre président le dit, il parle souvent de la corruption en Ukraine et de l'existence de néo-nazis. Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier une attaque, Alexander Makogolov? Pour justifier une attaque de quoi? De l'opération que vous décrivez comme opération spéciale, une guerre. Mais je vous dis, alors, au cours de 8 ans, le régime de Kiev a exterminé sa propre population à l'est du pays. 14 000 morts à la fin. Combien de temps encore la Russie doit observer tout ça tranquillement? À un moment donné, on sait très bien que... Et en plus, on était au courant des projets de Kiev de commencer une grande offensive contre le Donbass et finalement de prendre cette région par le feu et par le fer et par le feu, si vous voulez. Donc là, on a anticipé d'une semaine ou de 2 semaines ce que le régime de Kiev voulait faire dans le Donbass lui-même. Donc régler définitivement ce conflit. Le régime de Kiev, qui était gavé d'armes occidentales pendant toutes ces années-là, et donc qui était prêt à terminer à régler cette question définitivement. Et puis après, c'était le tour de la Crimée, qui est désormais russe, et c'est une question indiscutable, mais en tout cas, au niveau doctrinal, pour le régime de Kiev, la récupération de la Crimée, c'était aussi... dans ces projets. C'est pour ça que donc, là, il y a 2 volets de notre opération militaire spéciale. C'est de protéger les populations du Donbass de l'extermination totale d'un côté, et de l'autre aussi neutraliser les menaces qui provenaient du territoire de l'Ukraine, transformé ces dernières années en tête de pont contre la Russie, en bras armé dans les mains de l'OTAN contre la Russie. Parce que l'Ukraine on voyait l'évolution de la situation, on voyait ces armes qui venaient massivement en Ukraine, surtout les mois qui précédaient justement l'opération militaire spéciale, et les déclarations du président Zelensky, c'était lors de la conférence sur la sécurité à Munich, c'était en février, justement quelques jours avant l'opération militaire spéciale, où il a déclaré les ambitions de l'Ukraine d'avoir la bombe atomique. Donc là, franchement, cette situation est devenue à un moment donné intolérable. Il faut qu'on anticipe, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On ne voulait pas voir les nazis aux portes de Moscou comme c'était en 1941. Donc là, on a tiré des leçons de l'histoire, et là, finalement, on a réussi d'anticiper. J'aimerais qu'on revienne aux accords de Minsk, qui ont cristallisé quand même tous les débats. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu la teneur de ces accords? Je peux vous résumer ces accords pour être... On accuse souvent la Russie d'avoir violé ces accords. Est-ce que c'est le cas à vos yeux? Tout d'abord, là c'est complètement absurde d'accuser la Russie de ne pas respecter les accords de Minsk, parce que la Russie n'était pas signataire des accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été signés entre le régime de Kiev, les autorités de Kiev, et les républiques du Donbass sur le règlement pacifique de leur conflit. La Russie, tout comme la France et l'Allemagne, ont apposé sa signature en tant que garant des accords de Minsk, en tant que garant de leur mise en œuvre. Donc là, il ne faut pas mélanger les garants, les signataires, etc. Donc là, c'est la première chose. Ce n'est pas à la Russie de remplir les accords de Minsk. Il y avait des parties signataires.
Pourquoi les pays occidentaux ont été si aveugles justement face au Parce que non-respect de ces accords par l'Ukraine, selon vous? Je vous reviens, je vous reviens à propos de Mme Merkel et puis à propos de M. Hollande, qui étaient aussi à l'origine de ces accords et qui ont mis leur signature. Donc là, l'intérêt était très simple, et Mme Merkel l'a avoué elle-même, c'est de gagner du temps pour préparer l'Ukraine à affronter la Russie à un moment donné, pour gagner du temps. Pourquoi? Pour fournir les armes, pour fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine, pour préparer les soldats ukrainiens, et là, après, pour voir pour la suite. Elle l'a dit clairement de sa propre voix. Donc là, c'est pas quelqu'un qui a inventé ses propos ou qui les a pervertis, il l'a avoué elle-même. Et puis, l'ex-président français qui était à côté d'elle lors de la signature des accords de Minsk, il a confirmé ça. C'est pour gagner du temps. Donc là, ce conflit, comme nous le voyons maintenant, était alors inévitable. La Russie n'a jamais encouragé justement et soutenu le séparatisme des républiques populaires autoproclamées? Je vais vous prouver que jamais, parce que la Russie n'a reconnu leur indépendance que à la veille de l'opération militaire spéciale. C'était en février 2022, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, la Russie quand même comptait sur la solution pacifique et politique de ce conflit intérieur ukrainien, parce que nous avons toujours considéré ces deux républiques autoproclamées comme la partie intégrante de l'Ukraine. Donc là, notre volonté principale, toutes ces années-là, c'était justement de faire tout pour que les accords de Minsk soient mis en œuvre. Ces accords de Minsk qui prévoyaient, et là maintenant je reviens à leur contenu, qui prévoyaient justement la réintégration politique de ces deux républiques autoproclamées dans l'Ukraine, en échange d'une autonomie, mais vraiment très limitée. Il n'y avait rien de spécial comme autonomie. C'est la possibilité pour les habitants de ces deux territoires de parler la langue russe, élever leurs enfants en russe et de parler la langue russe librement, parce que, comme je répète, c'était supprimé, c'était interdit alors là, à un moment donné, la langue russe en Ukraine. Et d'avoir leur police municipale, leur autorité locale, les élections des autorités locales, et garder les liens économiques, culturels, humanitaires avec la Russie. Il n'y a rien de spécial. En Europe, il y a plein d'exemples d'autonomie beaucoup plus large et les pays vivent très bien et très en paix, je dirais. Et là, finalement, apparemment, personne n'a voulu les mettre en œuvre. Tout le monde se préparait à la guerre. Du côté je parle du régime de Kiev, je parle de ses sponsors de ses soutiens occidentaux. Donc finalement, nous avons aujourd'hui ce que nous avons. Mais la question de fond, celle-là, c'est pour vous, ces territoires, Alexander Makogonov, sont incontestablement propriété, si je puis dire, de la Russie, partie intégrante de la Russie. Ils appartiennent à la Russie? Désormais, c'est la Russie. C'est un fait historique, un fait accompli, un fait incontestable. La Russie ne marchande pas ses territoires et ses citoyens. Donc là, maintenant, dans ces 4 nouvelles régions rattachées à la Russie, suite au référendum, il y a des gens qui sont les nôtres, qui habitent, qui ont les passeports russes, qui parlent russe. Donc il n'y aura plus jamais de retour en arrière là-dessus? C'est impossible. Si vous demandez à ces gens-là qui habitent sur ces territoires, ils vous diront « mais non, mais vous êtes fous, jamais ». Parce que vous savez pourquoi? Si, imaginons vraiment la pire des situations, ces gens-là, ils disent « on revient à l'Ukraine, fini la Russie, on revient ». Mais ils sont considérés déjà, a priori, par le régime de Kiev comme des collabos. Donc là, ils seront tous emprisonnés, exécutés, on n'en sait rien. Parce que c'est... Vous voyez, même maintenant, encore hier, ils étaient citoyens ukrainiens. Aujourd'hui, le régime de Kiev les bombarde chaque jour, que ce soit dans la région de Kherson, dans la région de Zaporozhye, dans le Donbass, etc. Donc là, ça veut dire que le régime de Kiev n'a pas besoin de ces gens-là. Il a besoin peut-être de ces territoires, mais pas de ces gens-là. Et là, nous ne pouvons pas céder ni nos territoires, ni nos citoyens. Donc là, on va les protéger jusqu'au bout et développer ces régions sur le plan économique, social. Quoi qu'il en coûte, quand vous dites on va les protéger jusqu'au bout, ça veut dire quoi qu'il puisse se passer. Non, ce n'est pas la logique de quoi qu'il en coûte. Nous faisons ce que nous faisons avec les moyens que nous avons, sans engager les moyens, sans aller à l'extrême. Donc pour le moment, les moyens engagés sur le front pour protéger ces territoires nous suffisent. Là, vous considérez que vous n'êtes pas encore allé à l'extrême? Non, mais on est, comme dit le président Poutine, la Russie n'a rien encore commencé. Vous voulez... Mais
Vous savez, j'ai l'impression que dans le monde occidental, certains, ceux qui spéculent sur ce mot guerre, ils veulent vraiment que la Russie déclare la guerre à l'Ukraine et que la Russie rase l'Ukraine de la carte du monde, mais ce n'est pas notre logique, c'est plutôt la logique de vos chers amis anglo-saxons qui préfèrent de bombarder les villes et les villages avec les civils dedans, ce qui a été bien démontré sur l'exemple de l'ex-Yougoslavie, de l'Irak, de la Libye, de l'Afghanistan, etc. Non, mais ce n'est pas notre méthode. Le soldat russe, ce n'est pas un tueur, un voleur, un violeur, un pilleur, c'est un défenseur, c'est un libérateur. Et revenons à l'histoire justement, Vladimir Poutine, votre président, a parfois évoqué l'origine russe de l'Ukraine, ou plutôt les origines ukrainiennes de la Russie. Pour vous, l'Ukraine, c'est la Russie ou pas? C'est une question très complexe. En fait, si on prend Kiev, depuis l'époque médiévale, c'est le berceau de notre civilisation russe. C'est pour ça que ce territoire-là, à l'époque médiévale, ça s'appelait la Russe de Kiev. Donc là, il n'y avait aucune Ukraine sur la carte du monde. L'Ukraine a été créée par Lénine en 1922, qui a pris un stylo, un crayon, là, et qui a dessiné les contours de l'Ukraine en lui attribuant les régions historiquement russes, peuplées par des Russes. Et je parle notamment du Donbass, qui était le cœur battant de la Russie industrielle à l'époque. Donc là, justement, il a voulu de mélanger les paysans sur les territoires de l'ouest de l'Ukraine centrale, et avec le prolétariat du Donbass. Voilà, c'était ça le dessein politique de Lénine. Donc là, c'est une créature, l'Ukraine, c'est une créature assez récente sur le plan historique, donc qui n'a que 100 ans d'histoire. Et donc là, quand vous demandez si l'Ukraine c'est la Russie, en principe, ce territoire-là, ça a toujours été la Russie. C'était l'Empire russe. Si on prend par exemple les villes ukrainiennes, mais vraiment, il n'y a pas une seule ville construite par les Ukrainiens. La plupart des villes ukrainiennes sont fondées, construites, défendues ou reconstruites par les Russes ou par les Soviétiques. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on parle de l'ouest de l'Ukraine, c'est les anciens territoires polonais ou hongrois, austro-hongrois ou romans. Mais là, en principe, la plupart de l'Ukraine, ça a toujours été, en principe, la Russie sur tous les plans là, sur le plan civilisationnel, culturel, linguistique. Mais paradoxalement, est-ce que vous ne craignez pas justement, avec cette guerre ou cette opération spéciale, à vous entendre, d'attiser justement un nationalisme ukrainien qui n'existait pas justement forcément par le passé? Mais oui, mais le nationalisme ukrainien, c'est une créature artificielle. Ça date du 19e siècle, et à l'origine de ce nationalisme, c'était les Autrichiens, les Austro-Hongrois, qui voulaient justement déstabiliser l'Empire russe par déstabilisant cette communauté à la frontière ouest de l'Empire russe, qui se considérait russe ou pas trop russe. Vous voyez, c'est une question aussi. Laissons ça aux historiens, parce que ça va nous prendre peut-être des heures et des heures de creuser les détails des origines du mal. Mais en fait, oui, il y avait des puissances étrangères, extérieures, qui jouaient sur ce nationalisme ukrainien et qui nourrissaient exprès ce nationalisme ukrainien artificiellement, justement pour l'utiliser comme une arme contre la puissance russe. C'est quoi les enjeux sous-jacents de ce conflit, justement? Est-ce qu'il y a qu'une question d'identité, ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt des enjeux économiques, financiers aussi là-dessous? Des enjeux économiques, financiers, vous allez trop dans les détails, ça ne figure pas parmi les objectifs de ce que nous faisons maintenant. Pour nous, c'est plutôt politico-sécuritaire, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est tout d'abord protéger les populations, neutraliser les menaces en provenance du territoire de l'Ukraine. Les vraies menaces, les menaces militaires, parce que l'Ukraine, c'est, d'après cette tendance de ces dernières années, mais vraiment se transformer devant nos yeux à une tête de pont contre la Russie. On a beaucoup parlé avec les armes, avec tout, oui. On a beaucoup parlé du rôle de l'OTAN avec les perspectives, justement, avec les perspectives d'entrée de l'OTAN, qu'en est-il vraiment ? Et tout ça. Ouais. Donc là, pour nous, c'était une ligne rouge. Vous pensez que l'Ukraine était sur le point d'intégrer l'OTAN, vous ? Mais
c'est ça le jeu. Vous voyez, en 2008, lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, les États-Unis et la compagnie ont ouvert la porte, disons, ont promis une certaine perspective de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est un casus belli pour la Russie, pourquoi? Mais parce que, imaginez aujourd'hui, par exemple, s'il n'y a pas d'opération militaire spéciale, donc là, si on vit dans un monde tranquillement, l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc, l'OTAN développe ses bases, installe ses missiles, déploie ses contingents sur le territoire de l'Ukraine, et avec la Crimée qui est russe, donc, et qui, au niveau doctrinal, à l'Ukraine, est désignée comme cible pour la récupération. Donc, l'Ukraine tente de récupérer la Crimée par la voie militaire, bien sûr. On entre en conflit avec l'Ukraine. L'article 5 de l'accord de Washington enclenche. Ouais, et tout le bloc de l'OTAN entre en guerre contre la Russie. Alors la Troisième Guerre mondiale commence, la guerre apparemment nucléaire, et la fin du monde vous considérez que la Russie est s'annonce menacée déjà aujourd'hui ou demain. La Russie est menacée par les États-Unis, selon vous? Non, mais la Russie n'est pas menacée par les États-Unis directement, mais d'après les déclarations des autorités américaines, mais la conclusion est évidente. Quand on dit qu'on veut infliger une défaite stratégique à la Russie, mais ça ne laisse aucun doute sur les objectifs, les vrais objectifs Je pose la question des différemment. Américains. Si l'OTAN, par exemple, avait garanti à la Russie que l'Ukraine n'y serait jamais intégrée, est-ce que ce conflit aurait pu être évité? Mais aurait été évité ou pas? Mais justement, il fallait commencer par ça. Nous avons dit très clairement, pour nous, c'est une ligne rouge. C'est inadmissible pour la partie russe d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN. Personne ne nous a écoutés, personne ne nous a entendus. Donc, puis après, le président Zelensky avec ses ambitions d'avoir la bombe nucléaire, etc., etc. Donc là, c'est la fuite en avant qui était instoppable, mais bon, qu'on a dû anticiper, et c'est pour ça que nous avons commencé cette opération. Et pour vous, cette opération, cette guerre, sa responsabilité, elle incombe à l'Occident? Mais absolument, absolument, absolument. Quel est le sens d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN? Est-ce que l'Ukraine ne peut pas servir d'un pont entre l'Europe et la Russie, d'avoir son rôle aussi particulier sur cet échiquier géopolitique et garder de bonnes relations de coopération, de bon voisinage avec l'Europe, avec la Russie, de profiter justement de sa position géopolitique assez intéressante, assez particulière, et d'en tirer tous les profits. Non, ils ont préféré la voie de la russophobie, la voie de la négation de tout ce qui est russe, la voie de la confrontation avec la Russie. Au final, nous avons ça. Nous avons ce conflit en Ukraine qui continue en faisant des milliers et des milliers de morts. Mais la Russie, est-ce que la Russie a proposé des alternatives à la guerre, M. Makogonov? Mais bien sûr, mais écoutez, la première... C'était quoi ces alternatives? Mais la première alternative connue par le monde entier, c'était les accords de Minsk. C'était même pas l'alternative à la guerre, c'était la base pour la paix durable, pour la stabilité, pour la sécurité de tous, et voilà, pour la vie tranquille pour tous. Mais personne ne voulait les mettre en œuvre. Au contraire, l'OTAN continuait à fournir les armes massivement à l'Ukraine, en préparant l'Ukraine à quelque chose. Maintenant, nous voyons à quoi. Donc là, c'est même pas la question d'alternative. Il y avait aucune volonté politique même de renforcer la paix et vraiment d'exclure toute possibilité du conflit. Donc nous avons l'impression que le monde occidental se préparait à ce conflit et bien préparait l'Ukraine à ce conflit qui, je répète, est utilisé par l'Occident et par les États-Unis, le premier bénéficiaire de ce conflit, comme de tous les conflits dans le monde, la plupart des conflits dans le monde, utilisé comme un bras armé, comme une compagnie militaire privée avec ses milliers et milliers de soldats et avec un très bon, grand ressources mobilisables. Les gens capables de tenir les armes occidentales dans les mains. Alors justement, parlons-en de l'Occident. Au-delà de ça, est-ce que vous diriez que cette guerre, elle est plus largement le symbole d'un affrontement entre Orient et Occident? Pour vous, l'Occident, c'est une civilisation décadente? Vous savez, l'Occident... Déjà, votre hésitation dit non. Oui, décadente, mais vous savez... Selon vous, c'est la Russie qui incarne aujourd'hui la civilisation? Oui, je vous dis, non. Mais
quand on parle de l'Occident décadent, je ne sais pas comment c'est perçu dans le monde occidental, mais quand on vous dit Occident décadent, vous pensez à quoi? Parce que c'est très intéressant de connaître la logique des Occidentaux qui parlent de la Russie, ça renvoie à la morale, ça renvoie beaucoup de choses. Mais oui, ça renvoie plutôt aux valeurs, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et c'est plutôt, ça porte, voilà, ce genre de considération, ça porte surtout sur les valeurs. Pour vous expliquer notre logique, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde orwellien. En tout cas, les déclarations de notre président, elles sont sans ambiguïté. Je comprends. Si on parle de, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde orwellien, lorsque le wokisme, lorsque la guerre c'est la paix, le noir c'est le blanc et le mensonge c'est la vérité. Je vais vous citer ce fameux écrivain britannique George Orwell qui a dit: lorsqu'on me présente quelque chose comme un progrès, je demande toujours si ça nous rend plus ou moins humains. Donc les valeurs promues et imposées par l'Occident aujourd'hui, ces fameuses valeurs néolibérales, cette culture woke justement qui incite à la guerre de tous contre tous en fait, qui déracine, qui provoque l'érosion d'identité, le refus de l'histoire, des traditions, et, de tout en fait. Cette culture, cette tendance transhumaniste, mais pour la Russie c'est une chose, mais vraiment c'est extraordinaire, absolument inacceptable. C'est pour ça qu'on utilise ce terme décadent, parce que pour nous, mais on ne voit pas du tout de progrès pour l'humanité dans ces valeurs. Et je dois vous dire plus, ce n'est pas le narratif russe, genre, que nous avons inventé et nous voulons imposer au monde entier, que l'Occident décadent. Non, mais ces valeurs ne sont pas partagées par la majorité écrasante du monde. Demandez aux Chinois, aux représentants des pays musulmans, aux Africains, s'ils partagent ces valeurs-là, vous allez avoir des réponses assez claires sur ce sujet. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on utilise cette terminologie, mais ça n'a rien à voir contre l'Occident, c'est juste notre préoccupation en quelque sorte au niveau de ces valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est là qu'il y a une vraie fracture entre... Oui, c'est une ligne de fracture. C'est une ligne de fracture, on peut dire. Oui. C'est une ligne de fracture, et ça, c'est ça qui nous sépare d'une manière assez explicite et grave. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que celles qui nous séparent. Mais là, sur ce plan-là, oui, ça c'est vraiment une ligne de fracture. Mais je dois vous dire aussi quelque chose d'intéressant et d'important. Je crois que vos spectateurs vont me soutenir. Mais même dans le monde occidental, il y a peut-être la majorité des habitants et des citoyens des pays occidentaux qui ne partagent pas ces valeurs, mais ils sont obligés de les accepter parce que c'est imposé d'une manière tellement agressive que ces citoyens n'ont pas de choix finalement, parce que ça vient de partout. Par les médias, et voilà. Parler du wokisme en particulier. C'est dans l'air, oui, si on parle du wokisme, mais vraiment, mais il y a tant d'éléments de cette nouvelle culture, de cette tendance néolibérale, que c'est une longue liste. Et voilà, donc là, d'après, par exemple, les commentaires que nous recevons à l'ambassade sur nos réseaux sociaux, ou par téléphone, parfois les gens nous appellent, ou même par des courriers, les gens écrivent les lettres, les vraies lettres sur le papier. Ils nous soutiennent justement aussi dans cette lutte pour les valeurs. Donc, ils nous soutiennent et ils disent que oui, la Russie éternelle, nous respectons, nous soutenons, et telles valeurs que la famille, la patrie, la foi. Mais en fait, c'est des valeurs éternelles. Hein. C'est tellement humain, c'est universel, c'est éternel. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Donc, la Russie reste le défenseur de ces valeurs-là. Et nous en sommes fiers. Alors, justement, la Russie, parlons-en, puisqu'il y aura, si je ne me trompe, un scrutin présidentiel qui est prévu début 2024. Vladimir Poutine sera réélu sans problème, je suppose. Ou est-ce qu'il y a une vraie opposition ?
pour le moment, alors on est... Il y en a beaucoup qui disent que la Russie n'est pas une démocratie. Vous leur dites quoi, ces gens? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il n'y a aucune opposition à Vladimir Poutine, quoi. La démocratie. Ou alors ils sont en prison. Non, mais bon, c'est le lieu commun. La Russie n'est pas une démocratie, c'est un cliché aussi, un cliché très connu, c'est très simple de le dire. Ça veut dire que tous les opposants à Vladimir Poutine sont en prison? Écoutez, mais tous les opposants, vous qui 24/24, là, je veux dire, les médias occidentaux qui disent que voilà, Zelensky est un président démocratique, l'Ukraine c'est la démocratie qui défend, qui voilà, en première ligne pour défendre les valeurs démocratiques. L'Ukraine, où toute opposition est pratiquement éradiquée, tous les partis d'opposition sont supprimés, ils n'existent plus. Il y en avait 11, je crois. Tous les médias indépendants sont fermés. Il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de journalistes, ils sont soit emprisonnés, soit tués. Ça vous a choqué la fermeture d'RT? Donc Russia Today, donc, notamment dans toute l'Europe et en France en particulier, il y a pas mal de... Voilà, c'est ça, la démocratie dont vous parlez, les valeurs démocratiques, la liberté de la presse, de l'expression, c'est ça, vous voyez. Donc là, c'est un bon exemple. Ça vous a particulièrement indigné, justement? C'est un bon exemple de deux poids, deux mesures, lorsqu'il y a la liberté de la presse, mais de celle qui dit des choses qu'il faut dire, mais pas de celle qui donne... des informations alternatives, justement pour les présenter à l'analyse des spectateurs, des auditeurs. Dommage, vraiment dommage. Bon, sur le scrutin de 2024, il y en a beaucoup qui émettent des doutes sur le caractère démocratique du scrutin. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais écoutez, en tout cas, le scrutin, c'est déjà une procédure démocratique. Ce sera organisé selon tous les codes, selon toutes les règles des élections démocratiques. Si le président Poutine est élu, mais ce sera assez logique, assez compréhensible, parce qu'il jouit aujourd'hui quand même d'un soutien de 75, entre 75 et 80% de la population. Donc là, personne ne sera étonné s'il est élu avec le même pourcentage. Donc c'est un président, vraiment, c'est un personnage absolument historique, une personne très, très forte et très... extraordinaire dans tous les sens. C'est le leader que la Russie mérite, surtout sur cette étape. Il ne prépare pas sa succession, non? C'est toujours parce que finalement, on se dit toujours dans ce contexte éminemment sensible international, je suppose que sa protection doit être plus que jamais renforcée. Si demain, par le plus grand des hasards, voilà, Poutine n'était plus au pouvoir, est-ce qu'il y a un successeur désigné, un dauphin désigné? Peut-être vous d'ailleurs. Écoutez, mais bon, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir autour de l'âge que vous avez, je crois, de mémoire. Donc, écoutez, vous verriez d'ailleurs. En tout cas, là, je me rappelle qu'il y a vraiment pendant des mois et des mois, à partir du début de l'opération militaire spéciale, on parle de la mort imminente du président Poutine, de ses maladies, de ses sosies, de ses ça. Mais c'est vraiment, alors c'est pas vrai, ça, il n'y a pas de sosie. C'est insupportable, c'est incroyable, c'est impossible de digérer toutes ces informations-là, toutes ces désinformations plutôt. Mais c'est quelqu'un qui reste en très bonne santé. C'est quelqu'un qui ne donne pas l'impression d'être malade. Et si vous voulez parler des vrais malades, je vous conseille de faire attention à un leader de notre grand pays occidental dont la santé ne fait que préoccuper beaucoup de gens. Santé de quelqu'un qui tombe souvent, qui s'endort en parlant. Ah, M. Biden, c'est ça aux États-Unis? Bon, voilà, je vous conseille quand même plutôt de parler de la santé des autres. Il y a beaucoup plus de matière dans ce. On a quand même l'impression, plutôt je vous la repose en mode question, la démocratie libérale occidentale, c'est un repoussoir ou pas pour la Russie? Non, mais c'est pas un repoussoir, mais c'est pas non plus. Non, parce que c'est vrai point de repère. Je vais me faire un peu l'avocat. Plus, moi, j'ai pas d'opinion à partager, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler beaucoup du sujet du wokisme avec des invités sur cette banquette avant vous. Mais finalement, c'est vrai que si on entendait aussi des discours différents, pourquoi refuser certaines évolutions sociétales comme le mariage des homosexuels ou d'autres évolutions que l'on observe dans certaines strates des sociétés occidentales finalement? Vous savez. Pourquoi? Si ça vous préoccupe tellement le destin des homosexuels en Russie, vous savez, c'est absolument quelque chose qui est permis. Ils ont toujours existé, ils existent. La seule chose qui est interdite, c'est la propagande. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, la propagande au niveau législatif, c'est interdit. Et
Donc là, puisque ça ne correspond pas à nos valeurs, à nos traditions et à notre mentalité, on préfère de se protéger de ça, mais en principe, ça existe et personne ne les tue, personne ne les bat et ne les attaque. Non. Donc là, il n'y a pas de... Ils ne sont pas maltraités, les homosexuels en Russie ne sont pas maltraités. Mais en tant que je sache, par exemple, à Moscou, il y a des établissements pour eux, les bars, les clubs et tout, ça existe depuis longtemps. Et bon, ça existe toujours, c'est pas un grand problème, c'est pas une raison d'inquiétude, et vraiment, c'est pas une raison pour laquelle, notamment l'Occident, doit critiquer la Russie. En principe, c'est pas un problème. Il faut pas gonfler vraiment le problème où il n'est. Non, mais ça nous amène naturellement à évoquer, à parler plus largement justement de la recomposition des relations internationales et de ses conséquences ici. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette guerre a définitivement coupé les relations entre l'Orient d'un côté et l'Occident de l'autre ? Non, mais ce conflit et cette guerre, si on parle de la guerre... C'est quoi le nouveau clivage géopolitique selon vous ? Écoutez, mais c'est ce que vous voyez aujourd'hui, cette nouvelle tendance vers le monde plus juste et multipolaire, justement. C'est le Sud global qui lève la tête, il y a de nouveaux pôles de puissance on a un choc de civilisation vraiment aujourd'hui, selon Non, vous ? ce n'est pas le choc de civilisation. On a toutes les chances d'éviter ce choc de civilisation si on réfléchit avec du bon sens et si le monde occidental abandonne cette tentative de préserver à tout prix son hégémonie sur le monde qui dure déjà depuis 5 siècles. Mais le monde change et aujourd'hui le monde change très très vite. Et ce mouvement, cette avancée vers le monde multipolaire est instoppable. C'est un processus irréversible. Il faut à un moment donné savoir le reconnaître. Et c'est ça, ce sera ça la puissance de l'Occident, c'est de reconnaître la nouvelle donne géopolitique. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.